Aujourd'hui, je vais vous parler du Test Driven Development, donc du coup le développement piloté par les tests, le TDD, je vais l'appeler TDD pendant tout le long, hein, donc vous n'entendrez plus ces phrases-là, cette phrase-là. Comment, quoi, pourquoi, quand, qu'est-ce, qui a utilisé le TDD déjà dans son taf? Insane. Qui l'utilise 50% du temps durant son développement dans son taf? Incroyable. On a déjà bien réduit, mais c'est... Toi, vraiment? Euh, alors, je vais commencer en parlant un peu de moi, mon expérience. Voilà. Un peu d'égocentrisme au début. En parlant un peu de mon expérience perso, qui était que le TDD, moi, je l'ai exploré à l'école. On me l'a présenté cette méthodologie, sauf que c'était un moment où les tests, je savais vraiment pas encore à ce moment-là quel intérêt ça avait, finalement, d'une certaine façon. J'étais que sur la solution coder vite, 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 et penser à ça en priorité. Et après coup, j'ai compris l'intérêt des tests, et c'est devenu quelque chose, une activité que je faisais après, finalement. Donc, complètement opposé à ce que peut être le TDD, comme vous savez, pour certains. Ce qui fait que j'avais généralement une façon que j'aime bien appeler un crash test coding, c'est-à-dire que je pense beaucoup de gens codent comme ça, ou alors il n'y a que moi, je ne sais pas, mais où généralement on va se focus directement sur le fait de coder, on va lancer l'application, on va regarder les logs, faire crasher l'application avec ce qu'on a commencé à coder, etc. Derrière, on va mettre des petits binding try, etc. Donc on va essayer un peu d'être full sur le produit, full sur le code, et directement faire l'architecture en même temps, faire le refacto de notre code en même temps. Penser un peu à tous ces sujets en même temps, finalement. Ça a toujours été comme ça que j'ai bossé, pour le coup. Et du coup, après coup, à la fin, quand je suis content de ma solution, faire les tests. Souvent, d'ailleurs, quand la solution est très longue, ça a pris une semaine à coder, il y a allez, 1 jour et 2 jours de tests en plus à faire derrière, où il faut s'assurer qu'il y ait un bon coverage dessus. Donc du coup, d'une certaine façon, j'ai pas du tout un cerveau qui est fait pour le TDD, finalement. En tout cas, à la base. C'est vraiment pas ma façon de bosser, pour le coup. Et pourtant, pour un gros projet où j'avais tendance à un peu traîner, parce que justement, il y avait trop de sujets différents, trop de solutions auxquelles penser en même temps, finalement, trop de variables dans mon projet, et j'étais un peu en solo, on m'a dit, pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas le TDD? Voilà. Pour moi, le TDD, à ce moment-là, j'ai repensé un peu à mes études et je me suis dit, bah, en fait, c'est juste faire tous les tests en premier, donc avoir un peu tous les specs, on prend les specs, on en fait des tests, et après on fait la solution parce que ça veut dire qu'on a tout compris. Sauf que il y a un certain lead dev qui m'a dit que c'était pas trop ça en fait, enfin pas exactement, voilà. La photo est pas contractuelle, c'est personne, en tout cas ici. Quoi? Il y a ce corps aussi. Merci pour faire l'humour dans cette présentation. En tout cas, effectivement, je n'avais pas du tout compris ce que c'était le TDD et ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler, mine de rien. Donc, j'ai voulu un peu explorer ça, le tester dans d'autres projets, etc. Et je vais vous en parler maintenant. Un petit rappel pour certains, un rappel surtout de pourquoi ça existe et surtout c'est quoi le focus principal du TDD. Qu'est-ce que c'est censé vous apporter? Et c'est censé vous apporter beaucoup de choses, mais aussi peut-être pas forcément dans tous les cas. Alors, le TDD, un peu de chronologie. Ken Beck, en 2003, a sorti un livre, Test Driven Development by Example, où il a popularisé, mine de rien, finalement le TDD. Alors, Ken Beck, c'est un dev, comme il l'a décrit lui-même, il a un peu appris le dev en faisant un test, puis ensuite en écrivant une ligne de code, un test, une ligne de code, un test, une ligne de code. C'était vraiment avec une granularité qui était ce que je qualifierais comme extrême, d'une certaine façon, en tout cas pour mon cerveau de primate. Et finalement, cette méthode-là et cette façon de faire-là, qui date finalement, mais qu'il a un peu mis dans ce livre, qu'il a présenté dans ce livre, il en a fait 3 lois qu'il faut suivre pour le TDD. TDD Laws, avec la première loi, Do not write any production code without failing test first. Donc, il n'est permis d'écrire du code de production que si un test unitaire est un échec. La deuxième loi, writes only enough test code as is sufficient enough to fail. Désolé pour l'accent. Il n'est permis d'écrire qu'un nouveau test unitaire en échec à la fois, un seul à la fois. Et finalement, la troisième loi, je vais arrêter de parler en anglais, il est permis d'écrire que du code de production
permettant directement de faire passer le test unitaire précédent, ni plus ni moins. On fait un test, quand le test passe, on fait un autre test, globalement. C'est ces trois lois. Ces trois lois, elles sont assez générales, et surtout, ce qu'on peut en tirer de cette méthodologie, c'est ce qu'on appelle le Red-Green Refactor. Donc, c'est 3 étapes qu'il faut suivre pour appliquer finalement le TDD à différentes granularités si vous le souhaitez. Mais en tout cas, dans un premier temps, on va avoir en red think about what you want to develop. Donc le but ici, c'est d'écrire en premier notre test qui fail par rapport à ce qu'on souhaite coder. Là, le but, c'est vraiment pas commencer à écrire les tests pour votre PR final, pour votre pull request final, pour votre review. C'est vraiment juste vous écrivez un test pour vous. Et ça, c'est très important, c'est le truc que je n'avais pas compris, finalement. Je pensais que faire les tests en avance, c'était juste me faire gagner du temps par rapport à la suite du projet où à la fin, je devais faire les tests. Non, là, c'est vraiment pour vous. Peut-être même que vous allez devoir changer ce test, peut-être même que ça va juste vous servir pour le code actuel. Bref, c'est vraiment un outil pour vous. Deuxième étape, think about how to make your test pass. Donc, le but, c'est de créer un code qui va faire passer ce test, et on s'appelle les lois, ce test uniquement. Le but ici, c'est de focus sur la solution. Encore une fois, de la même façon que le test avant, le test, il pouvait être moche, la solution peut être moche également. Le but, c'est vraiment juste de faire passer le test absolument. Et si c'est moche, on n'a pas envie derrière d'en faire une pull request, naturellement, il y a le refacto. Read your code and think about how to improve your existing implementation or your test. Donc le but ici, c'est que vous fassiez l'étape de refacto du code que vous venez de coder pour faire passer votre test, mais en fait que vous le fassiez avec la conscience tranquille finalement, sans anxiété, sans peur finalement. Ça, cette histoire de peur, c'est littéralement dans la préface du livre de Ken Beck qui disait que le but vraiment, il y a vraiment un focus sur le fait que le but c'est d'enlever l'anxiété des développeurs. Et on est tous, en tout cas moi je suis anxieux personnellement. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple rapidement? Un exemple? Un test que tu écris qui rate. La granularité? En fait, je dirais que ça dépend du projet. En fait, l'exemple, on va dire premier, c'est l'application bug. Il y a une donnée qui n'est pas bonne avec les logs, etc. Ça envoie une erreur. En fait, on va écrire directement le test, parce que visiblement, tous les tests sont passés et pourtant l'application bug. Donc, on va écrire le test qui va normalement afficher comment est-ce que le comportement devrait être de base. Je te donne un exemple simple, mais la création d'articles, tu vois, le truc de base pour le coup. Si jamais on n'avait pas de test, on écrit ce test, on lance ce test, ça fail, et donc on va écrire directement notre code pour que le test passe, etc. Voilà, c'est basique comme test, mais comme exemple, mais voilà. Parfait. Le but également, finalement, de cette étape, ça va être d'éviter la régression. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous allez avoir des tests lors de votre développement de code, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces tests pour toujours être en confiance par rapport à toutes les refactos que vous allez faire. C'est pas aussi, comment dire, c'est tout à fait permis de refacto vos propres tests en eux-mêmes, d'une certaine façon. Tout dépend encore une fois justement de la granularité avec laquelle vous les avez fait. Fait un test, oui. Donc au final, l'objectif du TDD ici et de cette méthodologie, c'est de faire un logiciel qui fonctionne correctement et ensuite, et seulement ensuite, de donner à ce logiciel opérationnel donc une architecture et une maintenabilité qu'on cherche tous à avoir dans notre codebase de manière générale, sur le long terme donc. On va pouvoir voir du coup les avantages principaux qui vont un peu schématiser aussi tout ce que j'ai dit là-dessus, avec en premier du coup le focus sur la solution. Ça c'est mine de rien, voilà, on sait que ça va fonctionner, on ne va pas surtout partir dans tous les sens. Quand on peut se focus comme ça, dans la deuxième étape, green, on ne va pas partir dans tous les sens. Moi je sais que quand je commence à coder quelque chose par rapport à une spec, je vois autre chose dans le code, je pars dessus, je refacto un truc, etc. Non, là le but c'est vraiment que vous vous focusiez. Donc ouais, pour les gens qui ont du mal à se focus, c'est un petit atout. En deuxième point, ça va enlever votre anxiété.
Voilà, ça va peut-être pas résoudre les problèmes de votre vie, malheureusement. Vous avez sans doute des vies incroyables, bien sûr. Mais ça va augmenter votre confiance vis-à-vis du code et des nouvelles fonctionnalités que vous avez fait. Ou du refactoring, du coup. Et après tout, comme le dit DHH, RubyRL, c'est fait pour le bonheur du développeur, bien sûr. Donc autant faire une méthodologie qui est en accord avec ça. Troisième point, troisième avantage, le fait de ne pas oublier le refacto, en fait. Le refacto, c'est une étape où quand on est trop focus sur la solution, on peut peut-être se dire que notre code suffit comme ça, alors qu'il y a peut-être plein de façons de refaire son code qui va être plus logique pour les futurs développeurs qui vont lire votre code. Ça peut arriver, mine de rien, d'oublier le refacto. Donc ça, mine de rien, c'est un avantage à ne pas oublier. Et du coup, éviter la régression, donc avoir une non-régression. Typiquement, on est dans un cas où on fait une fonctionnalité, on la code depuis une semaine, et voire même il y a 5000 cas, etc., plein de edge cases de notre code. Mine de rien, quand on a fini notre fonctionnalité, s'il y a un truc qui pète à un endroit, on va savoir directement, potentiellement, que c'est quelque chose qu'on a écrit au début de la semaine. Sauf qu'après une semaine, on a complètement oublié, mais là, on va avoir un test qui va pouvoir nous dire c'est ici, c'est à cet endroit-là. Et donc, cette granularité de test, qui encore une fois est un outil, et non pas une finalité, pour le coup, niveau test, va nous être utile à ce niveau-là. Donc, pour les gros projets, je conseille personnellement. Quelques autres bénéfices que je mettrai en secondaire, petit prise de position peut-être sur ces points-là, avec l'augmentation de la collaboration avec des développeurs. J'ai eu la chance de faire un peu de TDD avec un très bon développeur récemment. Et on va dire qu'il y a un véritable avantage de savoir, déjà pour les gens qui ne bossent pas, qui veulent savoir où vous en êtes dans votre développement, ils n'ont qu'à juste à voir quel test fail en fait actuellement dans votre TDD, parce que normalement il est censé y avoir quasiment toujours un test qui fail. Donc ça sert un peu de documentation à ce niveau-là, même si c'est juste potentiellement temporaire. Et aussi ça peut servir à paralléliser lors de pair programming. C'est-à-dire que si jamais il y a deux développeurs qui bossent sur une même feature, il y a un développeur qui peut bosser sur une solution, et au lieu d'éventuellement faire du pair programming où on sait que le développeur va y arriver, l'autre développeur peut commencer à écrire les tests pour la prochaine spec qu'il va falloir réaliser. Et d'une certaine façon, un peu préparer le plan pour la prochaine solution à implémenter dans votre feature. Donc ça peut être vachement intéressant en termes de parallélisation. Deuxième point, ça c'est peut-être un peu personnel, mais oublier les tests, moi ça m'est déjà arrivé personnellement, donc ça permet de ne pas les oublier. Voilà. Le nombre de fois où il y a un truc qui part en review et on se dit j'ai encore oublié les tests, chiant. Et en plus, il y a plein de tests à faire, il faut repenser à tout ce qu'on a commencé à coder depuis le début, il faut repenser aux edge cases, etc. Pourquoi est-ce qu'on a écrit cette ligne? Pas pratique. Et troisième point, et oui, c'est à la toute fin, même des secondaires, ça fait que vous aurez un test coverage qui va être plus large. Pourquoi est-ce que je l'ai mis à la fin? C'est parce qu'en fait, c'est pas du tout le but du TDD, d'avoir plus de tests à la fin, de pouvoir tester plus de votre code base. Le but vraiment, c'est que votre solution, votre code émerge des tests que vous écrivez. Mais pas que ce soit vos tests qui soient juste plus amples par rapport au fait que... le but de la TDD, c'est clairement pas avoir plus de tests. Ça, c'est juste un side effect un peu sympa. Très sympa parfois, mais un peu sympa. Et du coup, on peut passer sur, on va dire, la contradiction du TDD. Est-ce que c'est vraiment si bien? Est-ce que ça a vraiment autant d'avantages? J'ai regardé un peu une enquête qui est réalisée par Divlu, je connais pas, c'est un site mais je connais pas, qui du coup a mentionné le fait que 41% des développeurs avaient le TDD qui était implémenté dans leur équipe, ce qui est mine de rien une bonne quantité. Par rapport aux mains levées, je trouve qu'il y avait un pourcentage assez équivalent potentiellement d'ailleurs. Mais si la question est posée différemment, il y a seulement 8% des développeurs qui appliquent vraiment le TDD tous les jours d'une certaine façon. Est-ce que ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour le TDD?
Est-ce que ça veut dire que le TDD n'est pas fait pour tous les types de projets ou tous les types d'industries, etc., ou toutes les façons de fonctionner des teams? Est-ce que c'est difficile à implémenter le TDD dans une team? C'est pas vraiment le débat, et même d'ailleurs c'est un débat qui, j'ai l'impression, est encore en cours. Voilà, c'est un peu la problématique. Mais on va essayer de voir déjà quand est-ce que ça peut être pertinent d'appliquer du TDD. J'ai sans doute pas la réponse. Mais surtout, ce qui est important, et ce que j'aime bien rappeler, c'est que le TDD, c'est pas une religion, c'est un outil. Voilà. C'est pas un truc qu'il faut appliquer absolument, c'est vraiment juste un outil à utiliser dans certains cas précis. Il y a des débats vachement intéressants sur YouTube. Is TDD dead? Ça date de 2014, hein, donc s'il est potentiellement mort en 2014, là on l'a oublié, mais non, on l'a pas vraiment oublié, avec un Ken Beck, du coup, qui a popularisé le TDD, et DHH qui sont en débat, notamment parce que DHH avait un peu défoncé le TDD en Rails World 2014, et c'est un débat vachement intéressant sur deux façons de penser, deux cerveaux qui ont des façons de travailler vraiment assez différentes. Je vous conseille si jamais vous voulez écouter. Et du coup, DHH, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Parce que s'il a un peu des avis contradictoires, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui est mauvais dans ce TDD? Qu'est-ce qui est présenté comme mauvais? Déjà, too much importance put in the test coverage. Ici, ça revient un peu sur le fait que le but, c'est pas avoir plus de tests pour votre code base. Le but, c'est vraiment de pousser à ce que, le risque du TDD pour lui, c'est que le code, on va écrire le code pour qu'il soit facilement testable. Alors que le but, normalement, c'est d'écrire le code pour que il puisse être fonctionnel, maintenable, etc. Donc, pour lui, ça a tendance à pousser un peu trop les gens à faire du code pour les tests, ce qui est quelque chose à éviter, encore une fois. Less code, donc comme il a dit, more code to do the same thing égale bad. Donc ça, pour lui, ça amène un peu à ce qu'on parte dans toutes les directions, dans le sens où on va complexifier le code, étant donné qu'on va avoir une granularité qui va être test, on va rajouter du code, test, on va rajouter du code. Donc ça a tendance à, pour lui, étirer un peu la code base. Ça, normalement, durant la phase de refacto, on peut la rabaisser et garder nos tests, pour le coup. Tout dépend bien sûr du projet. Et aussi, pour lui, le TDD, ça donne trop de confiance. Cette anxiété, cette peur qui est enlevée par le TDD, pour lui, ça devient un peu addictif, voilà, comme une drogue. D'ailleurs, Ken Beck, il a répondu à un truc intéressant là-dessus. Il a dit qu'il était le drug dealer le plus pauvre de la planète, du coup. Mais, du coup, pour lui, c'est pas vraiment un avantage, ce trop plein de confiance, et justement, bosser avec cette anxiété, c'est justement un avantage. Au final, est-ce que la problématique c'est le TDD? Est-ce que la problématique c'est le trop gros focus sur les tests? Le débat est encore en cours, mais je trouvais ça intéressant de présenter un peu les avis un peu contraires sur le sujet. Et je vais pouvoir conclure cette présentation avec, on va dire, les points importants que j'aimerais répéter là-dessus, il faut sentir le besoin de faire des tests pour avancer. C'est un peu l'un des besoins pour pouvoir appliquer le TDD, c'est que il faut vraiment que le test soit un besoin pour pouvoir faire émerger le code depuis celui-ci. Et pas faire des tests juste pour suivre la méthodologie du TDD, religion, etc. Je ne vais pas rentrer dans la religion, mais voilà. Une autre phrase que j'aime bien, il me semble qu'elle a été dite par Ken Beck. If you don't know how to write a test for what you want to do, you don't know what you want to do. Donc ça, ce que j'aime bien en tirer, ce que j'aime bien étendre vis-à-vis de cette phrase, et mon conseil, d'une certaine façon, avec peu d'expérience que j'ai sur le sujet bien sûr, mais mon conseil mine de rien, c'est que si on sait comment implémenter le code par rapport à une spec, par rapport à une solution qu'on doit implémenter, si on sait directement implémenter le code, autant implémenter le code et derrière, du coup se focus sur le code et derrière faire le test, etc. Donc bosser un peu de la manière habituelle. En tout cas pour moi, je fonctionnerais comme ça. Si par contre, le code, c'est un peu obscur pour l'instant, on ne sait pas vraiment encore comment implémenter cette solution, c'est un peu trop complexe pour nous. À ce moment-là, justement, ça veut dire que peut-être commencer par les tests, par les RSpec, etc., ça peut être vraiment conseillé pour comprendre un peu toutes les problématiques. Finalement, créer un test qui est censé passer, ça va peut-être permettre à mieux comprendre la code base, ça va peut-être permettre à mieux comprendre le sujet. Mais par contre, si vous n'arrivez même pas à coder un test pour ce que vous devez finalement proposer comme solution en code,
Peut-être que ça veut dire que vous n'avez pas encore suffisamment compris les specs, la code base, etc. Et donc, il va y avoir des choses à explorer. Et donc là, il ne faut pas encore appliquer le TDD, ça veut dire qu'il y a encore du taf à faire pour savoir vraiment où démarrer pour créer votre nouvelle feature. Et troisième point, les tests, ce n'est pas l'objectif, le code est l'objectif. C'est un peu la phrase généraliste de fin, mais j'aime bien le rappeler, mine de rien, parce que le TDD, c'est souvent, comment dire, c'est souvent présenté assez rapidement, en tout cas dans les vidéos YouTube ou les articles que j'ai pu voir, même si on a des très bons. Et c'est souvent, comment dire, mal compris par certaines personnes, comme quoi c'est fait pour les tests, alors que non, c'est fait vraiment pour le code. Finalement, même Ken Beck et DHH, ils ont été d'accord sur le fait que le TDD, c'est juste qu'il faut l'appliquer dans certains cas, ça aide dans certaines façons d'implémenter votre code, etc. C'est pas toujours la bonne façon. Parfois, ça va peut-être vous rendre plus lent. Parfois, par contre, ça va peut-être vous rendre beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus confiant. Cette confiance, c'est vraiment important. Donc, je finaliserai sur le fait que si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas testé, si vous avez envie de le tester, etc., essayez si ce n'est pas déjà fait. Faites-vous votre propre expérience personnelle parce que c'est vraiment un outil purement personnel, pas vraiment quelque chose peut-être qui est facile à implémenter dans toute une équipe. Il faut vraiment avoir des façons de penser peut-être... Enfin, il faut vraiment penser d'une certaine façon. Et ça vous seul de savoir si c'est fait pour vous. Et surtout, quand est-ce que c'est le plus adapté pour vous, en tant que développeur. Et voilà. Y a-t-il des questions? Ouais. Tu arrives à appliquer du TDD sur des tests plus orientés front, sur du JS, etc. Ou tu te réserves plus à la partie modèle, contrôleur Je vais être franc là-dessus, j'ai pas encore expérimenté de mon côté. De faire du TDD tout court ou... De faire du TD, j'ai expérimenté. De faire du TD côté front, pour l'instant, pas Tu trop. l'appliques sur quel contexte généralement là, quand on passe plutôt Là, sur les parties modèles, services ouais, pour le coup, service plutôt. Donc les gros projets, justement, où il y a énormément de fonctionnalités à penser et beaucoup de modèles à gérer en même temps. Il y a un côté isolé qui est intéressant à ce moment-là. Du coup, on peut vraiment ne pas avoir à mettre le TDD dans un test coverage qui est déjà présent, etc. Et donc, ouais, pour l'instant, avec mon expérience personnelle, j'ai l'impression que c'est plus sur ces sujets-là, donc les gros projets un peu larges, que ça peut être intéressant. Pour les bugs aussi, ça peut être vachement intéressant pour bien commencer, etc. Notamment parce que souvent, on ne sait pas d'où vient le souci, hein, sinon on résoudrait la chose directement. Donc voilà, plutôt là-dessus. J'ai un début de réponse, si tu veux, pour comment on s'en sert chez SpenHQ. Par exemple, pour le front, on s'en sert principalement pour des tests unitaires de JavaScript avec vitesse, donc c'est comme AirSpec mais côté front. On s'en sert absolument pas en intégration parce que faire du TDD en test d'intégration c'est trop dur, voire impossible. Par contre, et c'est pas pertinent forcément, ça nous aide pas à développer notre feature, ça nous aide juste à vérifier qu'elle marche. Mais comme ça, on s'en rend vite compte en prod ou ce genre de choses. Mais du coup, on s'en sert typiquement avec vitesse en mode ok, on a un helper ou des helpers ou ce que tu veux. On va écrire avec vitesse. Ok, qu'est-ce qu'on veut comme paramètre, qu'est-ce qu'on veut en entrée, qu'est-ce qu'on a en entrée, qu'est-ce qu'on a en sortie. La fonction devient une boîte noire et du coup, on s'en sert que comme ça en front. Et de la même manière, pour les modèles, tout ça, on fait que des tests en TDD, soit avec de l'intelligence artificielle, soit on n'en fait pas, parce qu'en fait, en général, tu te rends très vite compte que c'est bugué ou pas. Par contre, pour les services, pareil, on s'en sert énormément en boîte noire, en mode ce service, il reçoit ça en genre un budget, par exemple, en entrée. Je veux que le budget à la fin il ressemble à ça en sortie, je m'en fous de savoir comment c'est fait entre les deux. Mais en tout cas, le test en TDD est hyper simple à écrire. Mais on fait aucun test d'intégration en TDD. Aucun, c'est impossible en vrai, c'est trop dur. Du coup, on s'en sert que quand le code est une boîte noire et où entre l'entrée et la sortie, ça n'a aucune importance. Et comme ça, typiquement, c'est plus agréable aussi. On a plusieurs services à écrire ou que l'un dépend de l'autre, par exemple. C'est ce que je disais, on va par exemple écrire, on va se focus sur un service, on va faire les tests pour savoir ce qu'on a besoin de faire dans ce service, et après on écrit le service à l'arrache, pas à l'arrache, mais la façon dont on l'écrit n'a aucune importance. On sait qu'il va marcher. Et voilà. Par contre, pour tout le reste, on s'en sert absolument jamais. Et là, quand il dit faire un test à la fois, par exemple, là, quand tu fais un truc de boîte noire, on est d'accord qu'en fait, c'est pas un seul test que tu vas lui faire, tu vas passer toute une suite de cas de figure dans ton test, et tu vas pas lui dire, là, par exemple, je sais pas, un service qui calculerait la TVA, donc prix TTC, donc c'est un truc à la con.
mais tu pourrais lui passer différents cas de figure, parce qu'il y a différentes conditions, parce que ça était à 5,5, à 10, à 20. Tu vas pas écrire un test pour la télé à 5,5, et puis après, quand il est vert, et un autre test, où tu vas pas faire un test complet. Si, parce qu'en gros, là, l'idée de Kenbeck, c'est de dire par exemple, ok, je veux calculer ma TVA à 20%. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai besoin de celle à 5,5% ou à autre chose, ou à 22 comme elle va être bientôt. Là. L'idée, c'est de se dire, ok, mon seul besoin dans ma vie là actuellement, c'est de gérer le cas à 20%. Ok, bah au moins, si je m'arrête de coder ou que mon ordi crame, je sais que ma TVA à 20% elle fonctionne. Ouais. Ok, je peux limite mettre en prod. Et ensuite, je vais gérer le cas à 5%. Ok, bah du coup. Ouais, même si je sais que je vais avoir tous les cas de figure. Bah, en fait, ouais. c'est rien, parce que moi, si tu t'arrêtes là, bah tu sais au moins déjà que tu as un test vert qui est validé, qui est dans ta branche Git. Et même tu peux passer refacto au après. cas suivant. Et typiquement, un des cas qu'on a tous eu le problème, on a tous eu le problème en tant que dev, c'est de se dire, bah ok, allez, je fais juste ce cas, bah, allez, puis juste un autre, puis juste un autre. Tu te retrouves 3 jours plus tard à avoir une montagne de code et tu es en mode, ok, bah maintenant quand je touche ça, il y a ça qui pète. Je ne saurais plus exactement dire si c'est à cause de ça là-bas ou de ce que je suis en train de faire maintenant. Ouais, mais après, ça risque pas d'avoir un manque d'anticipation, justement, d'avoir fait ta brique de code en disant, bon, bah, j'ai que de la TVA à 20%, alors que tu sais pertinemment que tu vas avoir 5, 10, 20 tous les Ouais. taux à changer Là, après. c'est peut-être un cas extrême, mais l'idée en tout cas, c'est de se dire justement tu y vas étape par étape pour justement Ouais. te dire bah, au moins je peux affirmer à n'importe qui que ma TVA à 20% fonctionne. Et typiquement pour les boutons d'accès avec des variantes, par exemple primary, secondary, tu vas te dire bah, ok, je veux gérer que le cas primary, je m'en fiche de savoir le cas par défaut, je veux au moins que celui-là fonctionne. Et ainsi de suite. Et du coup, bah, c'est l'idée de Kenbeck derrière. Carrément. Et souvent, effectivement, il parle un peu d'une compétence en plus à avoir pour vraiment bien appliquer le TDD, où il faut arriver à bien détacher les différentes étapes progressives de notre feature. Et ça, c'est assez important pour effectivement avoir tout l'effet du TDD, pour le coup, même si c'est applicable quoi qu'il arrive. Oui, Minitest ou RSpec? RSpec. Mais je n'ai pas trop fait de mini-test pour l'instant. Ouais. RSpec, c'est déjà arrivé d'en voir l'intérêt d'un point de vue documentation. RSpec alors pour moi, et c'est plutôt justement l'avis de Ken Beck, qui a sans doute plus d'années d'expérience que moi en dev, c'est vraiment le code qui doit servir un peu de documentation, encore plus j'imagine en Rails, et pas forcément les tests. Les tests, on va être vraiment sur le coverage, on va être vraiment sur s'assurer que ça ne bug pas quand on va ajouter quelque chose. Et le code, vraiment, c'est lui qui doit être le plus clair possible pour notre application. Et les commentaires éventuellement, si jamais c'est trop dur avec le code. Mais c'est souvent l'avis, mais effectivement, il y a des avis contraires parfois, et tout dépend de la méthodologie sans doute. Ouais, parce que dans RSpec, à côté des hits ou des regex, des discrets, c'est souvent une ligne qui passe une string et qui est descriptive. Et donc, Oui. la question c'est est-ce que ça a un sens pour toi ou pas? Des fois, il y en a qui mettent juste le hit 2. Je pense que ça peut avoir un sens en second plan, effectivement. Mais en fait, souvent quand on parle de documentation, c'est la première chose peut-être qu'on va aller voir. En tout cas, c'est comme ça que je vois la question. Et pour moi, c'est plus la code base. Voilà. Une question de plus, au niveau, tu as parlé de coverage plusieurs fois. Est-ce que vous avez dans votre serveur d'intégration, parce que je suppose que vous êtes plusieurs sur le même projet, est-ce que vous avez un seuil fixé à la coverage qui rejette une pull request ou pas? Un seuil fixé non, pas que je sache. Non. Donc, vous autorisez des régressions, il n'y a pas de pratique d'entreprise qui interdit les régressions. On parle de régression lorsque ta coverage elle chute en fait par rapport à la dernière pull request. Tu as par exemple Coverall qui te permet dans leur YAML de configuration de mettre un chiffre ou Circle CI aussi. Okay. Pour avoir quoi, le taux entre le nombre de tests et le nombre de lignes ajoutées? Par exemple, tu dis ta boîte, tu ne descends pas en dessous de 50%. Ok, d'accord. Si un développeur qui pousse et lui, il a rajouté beaucoup de code et des tests, tu peux valider ça au code review, mais tu vas te retrouver à 49% de code. Et potentiellement que dans 4-5 mois, bah, tu seras à 30% parce que tout le monde a acquis 0,5, tu vois. 0,25, c'est acceptable. Après tout, il y a un client pour répondre aux besoins. Et tu vois, si tu perds 20% de points de code coverage, est-ce que ton application est encore...
parlais d'anxiété, est-ce que ton anxiété elle passe en toi ou pas? Enfin, je suis pas pour parler des nombres en disant qui c'est qui a le plus gros, mais je veux dire, est-ce que ça a une influence dans ta pratique ou pas? Personnellement, non. Voilà. Je pense que s'il y aurait un seuil, enfin pour moi, les gens sont censés faire les tests par rapport aux fonctionnalités qu'ils implémentent. Éventuellement, si on a une codebase qui à la base n'avait pas des tests et qu'il y a un peu un besoin d'en rajouter au fur et à mesure ou autre, dans ce cas-là, un seuil, ça peut être aussi intéressant. Mais personnellement, j'ai jamais eu ça dans quelconque boîte de mon côté. Et si jamais il y avait un seuil, je verrais plus ça comme une urgence en mode il y a beaucoup de développeurs et on se rend compte qu'ils écrivent plus trop de tests, on n'a pas trop vu, ou alors autre chose. Mais j'ai été beaucoup dans des petites teams personnellement, donc peut-être que c'est moins pertinent à ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est pas une question, mais c'est plus une remarque, dans le sens où pour voir le TDD, je pense que le nom TDD est pas bon, et la raison pour laquelle tu fais cette presse, c'est parce qu'on a le débat original, c'était ça, c'était de se dire qu'il faut pas voir le TDD comme on fait les tests, c'est ce que tu dis, mais on fait les tests qu'on est censé faire à la fin, on les fait avant. Le TDD est plus une façon de réfléchir comment on va coder notre code, plutôt que une façon de comment on va le tester. C'est plus une aide pour l'écriture du code, au même titre que l'intelligence artificielle ou n'importe quoi en fait, ou le naming de ses variables, ce genre de choses. Mais c'est pas une façon d'assurer que son code fonctionne. Pour le client, ce genre de choses, c'est plus se dire, bah ok, par exemple mon service, mon helper, comment je vais l'écrire et comment je vais être sûr qu'à la fin il fait bien ce que je veux. Et de la même manière, un exemple que tu disais avec Grigor tout à l'heure, c'est imaginons que tu as un bug, avant d'essayer de le résoudre, tu vas essayer de le reproduire en test par exemple, pour te dire, bah ok, même si je dois refacto du code et ce genre de choses, le but c'est pas de savoir s'il y a de la régression ou autre part ailleurs, le but c'est de savoir est-ce que je peux affirmer que j'ai bien corrigé le bug grâce à un test. Et donc là, le TDD va, ok, bah moi je sais le reproduire et je sais dans quel cas ce bug existe. Je contrôle les datas parce que je suis dans Airspec et je sais que ce bug existe pour de vrai. Et à la fin de la correction du bug, je peux affirmer que j'ai corrigé le problème. Et bah, voilà. Le TDD, je trouve que le nom est pas ouf, mais c'est plus un moyen d'écrire son code que de tester son application. En fait, c'est souvent le test first qui est vu comme le TDD, alors que le TDD va plus loin d'une certaine façon que le test first, qui lui a principalement l'objectif effectivement de faire les tests en premier pour pouvoir avoir plein d'avantages, etc. autres. Mais ouais, c'est souvent un peu mélangé les deux méthodologies, même si on ne peut pas appeler le test first comme ça. On est bon.